Bonjour, bienvenue dans cette dernière séquence, notre premier module. Nous allons utiliser la notion de sous-espace vectoriel, que nous avons vue dans la séquence précédente, pour introduire les notions de somme et somme directe de sous-espace vectoriel, ainsi que celles de sous-espace vectoriel supplémentaires. F plus G est l'ensemble des sommes d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. On commence par démontrer que F plus G n'est pas vide, en démontrant qu'il contient le vecteur nul. F et G sont des sous-espaces vectoriels, donc ils contiennent le vecteur nul. Prenons deux vecteurs quelconques de F plus G. Ils sont égaux à la somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. On calcule la somme des deux vecteurs et on utilise la commutativité de l'addition dans E. F et G sont des sous-espaces vectoriels, donc ils sont stables par l'addition. X plus Y est donc égal à la somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G, donc appartient à F plus G. On fait de même pour le produit externe. On utilise une propriété du produit externe et de l'addition. F et G sont des sous-espaces vectoriels, donc ils sont stables pour le produit externe. Lambda x est égal à la somme d'un élément de F et d'un élément de G, donc il appartient à F plus G. On conclut avec le théorème 1, vu dans la séquence précédente. D'après les propriétés du sous-espace vectoriel engendré que vous avez vu en exercice dans la séquence précédente, la somme est le plus petit sous-espace vectoriel contenant la réunion. Prenons un exemple très simple. F est la première bisectrice, G est l'axe vertical. On peut visualiser géométriquement la somme. On part d'un vecteur quelconque et on cherche à le décomposer en somme d'un élément de F et d'un élément de G. On utilise la définition de l'addition dans RE2. Il faut bien comprendre que Y1 et Y2 sont considérés comme connus et que l'on cherche X1 et X2. On a trouvé X1 et X2 pour toute valeur de Y1 et Y2. Cela permet de mettre en évidence une décomposition du vecteur Y. On peut donc définir de nouveaux vecteurs. Il suffit d'utiliser les définitions des deux sous-espaces vectoriels. Cela achève la démonstration. Prenons un deuxième exemple, cette fois dans l'espace, ce qui rend la visualisation dans un plan un peu plus difficile. Ici aussi, on considère un vecteur Z quelconque dans R3. Et on cherche une décomposition en somme de deux vecteurs inconnus, l'un dans F et l'autre dans G. On utilise la définition de l'addition dans R3. Dans ce système, on cherche X1, X2, Y1, Y2, qui sont les inconnus, en fonction de Z1, Z2, Z3, qui sont des paramètres. On en déduit une décomposition possible du vecteur Z. On a choisi de poser Y1 égale 0. On peut alors définir de nouveaux vecteurs en utilisant les propriétés caractéristiques des sous-espaces vectoriels F et G. Ce qui achève la démonstration. On peut donner une autre décomposition du vecteur Z, ce qui n'était pas le cas dans l'exemple précédent. Cela permet de définir de nouveaux vecteurs. Dans l'exemple précédent, il y avait unicité de la décomposition, ce qui n'est pas le cas ici. Nous allons introduire une nouvelle notion pour prendre en compte les deux situations observées dans les deux exemples précédents. D'après la définition de la somme de deux sous-espaces vectoriels, ce qui correspond au premier exemple dans le paragraphe précédent. On introduit une nouvelle notation pour ce cas particulier de somme de sous-espaces vectoriels, ce qui donne pour les exemples cette propriété caractéristique des sommes directes de deux sous-espaces vectoriels est très utile. Démontrons le sens direct par contraposition. Supposons que l'intersection contienne un vecteur non nul. On en déduit une première décomposition de X en somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. Puis une deuxième, donc la somme n'est pas directe. Par contraposition, si la somme est directe, l'intersection est réduite au vecteur nul. De même, démontrons la réciproque par contraposition. Supposons que la somme n'est pas directe, donc il existe un vecteur qui admet deux décompositions distinctes. On fait la différence des deux expressions de X, on obtient deux vecteurs égaux. Puisqu'un sous-espace vectoriel est stable par combinaison linéaire. Pour la même raison. Le vecteur appartient donc à l'intersection, et il est non nul, puisqu'on a supposé des deux décompositions différentes. Et on en conclut par contraposition. On distingue les cas particuliers où la somme directe de deux sous-espaces vectoriels de E est égale à E.
Attention, deux sous-espaces vectoriels en somme directe ne sont pas forcément supplémentaires. Leur somme peut être un sous-espace vectoriel strict. Commençons par un exemple dans R3. F est une droite, G également. On détermine l'intersection des deux sous-espaces vectoriels. F et G vérifient la propriété caractéristique des sommes directes. Par contre, la somme des deux sous-espaces vectoriels n'est pas égale à R3. Une façon d'écrire qu'elle est directe consiste à nommer le sous-espace vectoriel somme. Dans l'espace vectoriel des applications de R dans R, un exemple très classique. E indice P est l'ensemble des applications paires. E indice I, celui des applications impaires. Toute application de R dans R s'écrit de manière unique comme somme d'une application paire et d'une application impaire. On cherche l'intersection pour appliquer la propriété caractéristique des sommes directes. F appartient à E indice P et à E indice I, et pair et impair. Le nombre réel f de x est égal à son opposé, donc il est nul. On reconnaît la fonction nulle, qui est le vecteur nul de f de R et de R. On va procéder par analyse et synthèse, c'est-à-dire que l'on suppose que la décomposition, unique d'après ce qui précède, existe. En prenant les valeurs des deux membres pour un nombre réel x quelconque, puis pour le nombre réel moins x. En utilisant les hypothèses sur les fonctions f et g, on obtient deux égalités. En faisant la somme des deux égalités, on obtient g de x. En faisant la différence, on obtient h de x. Il reste à faire la synthèse. La vérification est facile en exprimant g de moins x, et il en est de même pour l'application h. Ce qui achève la démonstration. À vous de jouer maintenant, nous vous proposons une série d'exercices pour illustrer toutes les notions que nous venons de définir dans cette séquence.